Rebienvenue dans l'espace liminal, le podcast. On vous parle de changement de vie, de bouleversement, de transformation. On, c'est moi, Caroline, allô, et Isabelle. On est si heureuse de vous retrouver pour ce 5e épisode. On arrive dans la phase la plus excitante à mon avis, l'exploration. Je dis excitant parce que Isabelle et moi y avons trouvé une intuition grandissante et les premières lueurs qui nous laissaient présager l'après. Mais c'est pas juste lumineux, il y a de l'ombre. Parce que explorer veut dire qu'il faut expérimenter de nouvelles choses, s'ouvrir à l'inconnu qui peut nous faire vivre une multitude de sensations. Dans tous les cas, ça sera révélateur. Bienvenue dans le cœur de l'espace liminal. Cinquième épisode. 5e épisode où on parle d'exploration. C'est le plus fun. C'est devenu notre phase préférée, je pense, à toutes les deux. C'est vraiment une phase où est-ce qu'on est branché sur soi. Ouais. Tu sais, après avoir mouru, après être mouru, notre ego, on s'est détaché du regard des autres pour se concentrer sur nous. Oui. Sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis cette connexion-là fait en sorte que, justement, il y a des choses qui vont émerger, des signes, des intuitions, des feelings. Ah, c'est comme la nature, hein? À l'automne, la nature, on a l'impression qu'elle meurt. Quand on est dans la phase d'exploration, on a vraiment l'impression qu'il y a des nouvelles pousses, là. Ah oui. Puis on se sent tout à coup à nouveau vivant. C'est comme si tout à coup, on voit le soleil. Il était là, mais il était caché. Tout à coup, les bourgeons, prennent forme, prennent de la couleur. Les choses sont moins en noir et blanc. Puis je pense que c'est très exaltant parce que, justement, la phase juste avant, c'est tellement du noir et blanc, puis de la destruction, tellement dévastateur de se dépouiller, de se mettre à nu de cette façon-là, que quand tu vois un bourgeon ou une petite pousse, tu deviens comme émerveillé de ça. Puis là, on n'est pas encore dans la reconstruction, on n'est pas dans la pleine lumière, on ne sait pas encore où vont être les choses, comment elles vont être placées, puis tout ça, mais on a une lampe de poche. Fait que c'est une phase super importante. Puis tu sais, quand je repense à mes cours de développement de l'enfant, il parlait de ça, tu sais, des deux besoins fondamentaux de l'humain, celui de la sécurité affective, mais ça peut être plus tard financière, professionnelle, et tout ça, mais puis ce besoin-là d'exploration, de vitalité, de liberté. On le voit, hein, le bébé qui commence à s'éloigner un peu de maman, puis à vouloir toucher, vouloir ouvrir des tiroirs, vouloir... il y a différentes réponses du parent qui va prendre soin de cet enfant-là. Puis selon la réponse que le parent va avoir, ça va encourager l'exploration ou ça va la décourager. Ça va envoyer le message que c'est dangereux ou que c'est même méchant parce que tu m'abandonnes. Mais beaucoup de parents vont se sentir menacés. C'est les premiers pas vers l'autonomie, vers la différenciation. Si j'encourage ça, je vais être abandonnée. Je vais perdre cette fusion-là qui me nourrit tellement, qui me fait tellement de bien. Fait que je détourne le regard. C'est très subtil dans les vidéos qui les montrent, hein, mais l'enfant, tout de suite le perçoit. Mais ça peut être même l'émotion. Ah oui. Et d'autres, ça va être moins un retrait affectif, mais une espèce de panique, anxiété, là. Éventuellement, il y a tellement de fais attention à ci, fais attention à ça, de contraintes, de je me fais reprendre dans les bras, il faudrait que je me batte là, pour explorer. Puis c'est compliqué, cette patente-là. Fait que je vais rester assis. Fait qu'on renonce à ce besoin-là qui est de stimulation. Et ça a un prix parce que c'est dans l'exploration qu'on apprend. Mais beaucoup de parents ne veulent pas ce processus-là. Veulent tout de suite que leur enfant apprenne la sagesse, tu sais, puis les règles externes. Soit droit, là. Il met pas du sable dans sa bouche puis il reste propre. Ou il performe dans cette exploration-là. Tu sais, il a monté l'araignée dans le parc en 5 minutes. Puis là, l'enfant, son exploration devient la fierté du parent. Ce qui peut être aussi dangereux, finalement, dans cette exploration-là, qui n'est pas complètement libre. Oui. C'est pas supposé être pour le parent, cette exploration-là. C'est supposé être pour le bien du développement de l'enfant. On veut des enfants bons dans le sens d'un caractère développé.
Puis ça, un enfant qui est épanoui puis qui est sain, ben il faut qu'il s'oppose. Il faut qu'il fasse des mauvais choix. Oui. Il faut qu'il se trompe. Il faut qu'il soit des fois arrogant. Puis, OK, puis après ça, il va apprendre que, ben non, ça, c'est pas cool. Ou, il faut qu'il mente puis qu'il apprenne, non, c'est pas cool, ça défait la confiance. Mais si il est juste un bon enfant, ben plus tard, il va être restreint par plein de règles. Il va se conformer, mais il va être éteint ou il va être stressé, il va être anxieux. C'est cette espèce d'équilibre entre, c'est ça, sécurité et liberté, en sécurité et exploration, avec une présence, mais qui accepte de ne pas toujours être là dans toutes les explorations, mais qui s'assure de mettre un cadre ou des conditions favorables à ce que ça soit quand même sécuritaire. Quand ma fille était bébé, j'étais fascinée par toutes ces micro-réactions au monde face à tout ce qu'elle faisait. Je la filmais continuellement. J'étais après elle, mais de façon tellement intense qu'à un moment donné, j'ai réalisé que c'est ma fille qui détournait le regard, qui était fatiguée, que je regarde. Oui. J'ai compris à un moment donné ça. J'étais intense avec ma fille, pauvre cocotte. Qui a le goût d'apprendre de quoi? Tu sais, à commencer à pianoter ou à gratter la guitare ou à apprendre un sport, ou même quand c'est découvert le corps. Là, je dis, on ne fait pas ça sous le regard des autres. Non. L'exploration doit être faite dans un contexte de sécurité aussi par rapport relationnellement, que je ne vais pas être jugée, je peux vraiment me tromper. Puis c'est intime, ce rapport-là à l'exploration, parce que justement, notre ego, on va se tromper, on va... Puis si tout de suite, quand tu te trompes, tu te retournes, puis ton parent te regarde, tu vas chercher à voir si tu es correct, si tu n'es pas correct, tu vas encore te défiler dans le regard de l'autre parce qu'il te regarde à ce moment-là, tu sais. Il faut qu'il sente ta présence s'il y a un danger, mais pas de façon trop intense. C'est comme si le parent se l'approprie, c'est comme ça devient son exploration, mais c'est supposé être celle de l'autre, tu sais. Complètement. Fais tes propres expériences. Ça commence là. Une fois que la structure initiale est déconstruite, nous pouvons maintenant nous ouvrir aux différentes possibilités de reconstruction. Pour ce faire, l'exploration de soi et du monde sera notre meilleur allié, l'exploration étant un processus central dans le développement et le changement. On le sait, la plus grande forme d'exploration chez l'enfant passe par le jeu, qui est le principal outil d'apprentissage. Le jeu favorise le développement moteur, social, intellectuel et sensoriel. Il est un moyen de structuration de la personnalité, d'apprentissage de la vie, de découverte des autres, de développement des facultés d'imagination, de résolution de problèmes, de logique et d'adresse physique. Mais qu'en est-il chez l'adulte? Eh bien, à moins que nous voulions cesser d'évoluer, l'exploration, que ce soit par le jeu ou autre, demeure tout aussi fondamentale. Le jeu permet d'allier plaisir et travail et rend plus facile ce qui est difficile. Il nous permet d'être plus motivés, plus créatifs, plus confiants, plus heureux et plus performants, et favoriserait même la santé globale. Il permet parfois de prendre du recul sur nos comportements, nos émotions, nos défauts et nos expériences négatives. Gabor Maté, un médecin qui porte un intérêt particulier sur les liens entre le corps et les traumas, met en lumière que le mot « récréation », utilisé pour parler de jeux d'exploration, évoque le concept de se recréer, ce que nous cherchons exactement dans l'espace liminal. Nous voici donc en phase d'exploration. Écoute, je me souviens d'un moment où j'étais depuis plusieurs semaines, voire mois, là, c'était assez long, une période où j'étais dans l'espace liminal, où j'étais comme juste en attente, où je m'empêchais d'avoir mes réactions habituelles, mes stratégies habituelles adaptatives, parce que je savais que ça ne marchait plus. Non. Mais j'avais aucune idée quoi faire d'autre. Fait que je me tu connaissais l'espace liminal, on en avait parlé depuis moi? Oui, on en avait parlé, puis je savais que ça me semblait une mort de ne rien faire, mais qu'il allait émerger quelque chose. Fait que parce que j'avais compris le concept, je le tolérais mieux, mais je me souviens que je trouvais ça vraiment long. Vraiment long. Puis
Puis là, on se nourrit de l'âme pendant ce moment-là. Oui. Hein? C'est de l'attente, mais qu'il n'y en ait pas. On continue un travail, là. oui, dans ce moment-là, en fait, je consommais beaucoup de nature et d'art. Oui. J'allais dans des musées, je regardais ça. Ça me faisait vivre des états intérieurs, autant la contemplation de la nature que l'art et tout ça. Mais il n'y avait rien de symbolisé encore. C'est comme si j'arrivais pas à en faire quelque chose, mais ça me rejoignait, ça me nourrissait l'âme. Mais c'est ça. Donc, je ne savais pas trop comment me reconstruire, comment réorganiser ma structure, comment j'allais gérer les choses. Puis, j'essayais d'attendre qu'il émerge quelque chose. Je lisais un livre de méditation sur la codépendance. J'ai fait des lectures dans ce livre-là qui m'ont parlé. C'est que j'avais lu dans ce livre-là quelque chose de tout simple qui disait « Et si vous arrêtiez... » Voyons. « Et si vous arrêtiez... » Et si vous arrêtiez... C'est ça. OK, fait que c'est ça. Et si vous arrêtiez d'espérer que les autres vous entendent et que vous commenciez à le faire pour vous-même, qu'est-ce que ça donnerait? Okay, c'est tout simple. Je me suis endormie là-dessus. Ça a fait son œuvre pendant la nuit. Puis quand je me suis réveillée, c'est comme si j'avais une illumination. J'avais pas plus encore de réponses sur quelles devaient être les décisions que j'allais prendre, mais je savais la posture qu'il fallait que j'adopte. Puis c'était cette posture de bonne maman envers mon enfant intérieur qui allait légitimer mes besoins, puis qui allait arrêter de questionner ça, de le mettre en doute, puis de m'invalider en me disant que j'étais trop exigeante, pas assez acceptante, des trucs comme ça. Puis là, je me suis dit, là, toutes ces voix-là, je vais les faire taire, puis je vais commencer à m'écouter. Et là, j'ai écrit ce texte-là qui exprimait... c'était vraiment comme... On dit ça, une épiphanie? Ouais, Oh, oui, un moment de clarté. Ah, vraiment. Donc, je vous le lis. Le soleil se lève. La clarté du jour ferait doucement son chemin jusque dans ma tête, dans mon cœur. Une lueur d'espoir pointe en moi. L'espoir de me dépatouiller, un petit pas à la fois. Je ne connais pas encore le chemin, mais une nouvelle façon de marcher se propose à moi. Une simple vérité devient soudainement une forme de révélation. Celle que je n'ai pas à choisir quiconque ou quoi que ce soit d'autre que moi-même pour l'instant. Que je n'ai pas non plus à revendiquer quoi que ce soit que je ne puisse d'abord m'offrir à moi-même. Que je peux cesser mes quêtes pour être entendue et que je peux commencer à m'écouter moi-même, me prendre au sérieux et agir en conséquence. Ne connaissant pas quelle direction prendre, je tenterai donc pour l'instant de centrer mon attention sur le sol et sur la façon dont j'y dépose chaque pied, en faisant confiance que le chemin se dessinera, rocailleux peut-être, mais aussi lumineux. Ce qui me parle beaucoup, c'est je n'ai pas à choisir quiconque ou quoi que ce soit d'autre que moi-même. Dans l'exploration, c'est là que j'ai pris plaisir à ce que ça soit pas défini, mais que je me découvre seulement. Tu sais, souvent dans la vie, on a un but, un objectif, puis on se trouve des moyens pour l'atteindre. Mais là, on n'est pas du tout là-dedans dans l'exploration, c'est le contraire. C'est ça. Le simple objectif, c'est de se découvrir, de découvrir le monde, d'apprendre à se connaître. Tu sais, le bébé, là, il va explorer combien de postures à se traîner comme un serpent avant de faire du quatre pattes puis avant de marcher. Puis si on avait l'attitude qu'on a par rapport à nous, souvent, on dirait comme, à quoi ça sert là, de vider un tiroir de plats Tupperware? Là? Ça sert à rien, là, tu fais juste faire du bordel. Un mess. Puis là, je vois pas en quoi ça t'aide là, dans la vie. Mais c'est parce que c'est la répétition d'affaires de même qui fait qu'on apprend à se connaître. Il y a quelque chose qui se passe. C'est une passion pour le Tupperware qui se développe. On le sait pas. Peut-être que tu vas faire des présentations de Tupperware puis ça va être ta caca. mais non, mais il faut tout le temps que les choses soient... Qu'on voit le résultat là ou qu'on voit l'utilité là. C'est le contraire. L'exploration, on ne sait pas que ça donne. Mais c'est ça qui est merveilleux. Puis... Par exemple, j'avais une cliente qui était terrorisée par faire du dating. Puis là, on se dit, OK, mais l'objectif, c'est pas de rencontrer quelqu'un. L'objectif, c'est d'affronter tes peurs. C'est d'apprendre à te découvrir. Oui. De t'observer. Qui suis-je dans le dating, moi? Oui. Qu'est-ce que j'aime pas? Et là,
Mais là, ça pouvait juste être quelque chose de bienfaisant. On s'en fout qu'il n'y ait pas d'amoureux ou d'amoureuse en bout de ligne. Ce qu'on veut, c'est juste apprendre à te connaître. Puis là, si on applique ça à l'ensemble de notre vie, peu importe l'expérience qu'on vit, ça va être une expérience qui va être profitable. Oui, puis, c'est ça. Dans l'exploration, Isabelle répétait continuellement, « Moi, je veux vivre des affaires. » Oui. Tu voulais toutes vivre. Quelles affaires? On ne le savait pas ce que ça voulait dire. C'était justement d'apprendre à explorer. Fait que là, toutes les opportunités que j'avais, ou presque, je les prenais. Quelqu'un me disait, « T'as le goût de faire de la poterie? » Eh oui, je fais de la poterie. Je me demandais pas, est-ce que je vais aimer ça? Est-ce que je vais en faire quelque chose après? Non. Le seul objectif, c'était je veux expérimenter des affaires. Parce qu'en expérimentant des affaires, je vais me découvrir moi. Je vais découvrir des goûts, des intérêts, des valeurs. Je vais fortifier des croyances. Je vais en défaire d'autres. J'ai recommencé à danser, à redécouvrir l'importance que la musique a pour moi. Fait que ça, c'est devenu très important pour moi. Puis ça me permettait de tranquillement réapprivoiser ce côté-là de moi qui est très expressif, qui est plus flamboyant, là, qui est plus fou, Fait que j'ai fait des survies en forêt, j'ai fait de la poterie, du chant. Donc, ça permet d'explorer différentes facettes de soi aussi avec différentes personnes. Puis c'est devenu très, très important pour moi, ces amitiés-là. Ça permettait qu'avec chacune des personnes qui m'entouraient, de vivre toutes sortes d'expériences différentes selon leurs intérêts, selon où est-ce qu'ils étaient. Vivre des affaires. Puis toi aussi, je t'ai entraînée. M'est arrivé, tu as dit, « Hey, on s'en va une fin de semaine en canot camping. » J'ai dit, « Elisa, j'ai jamais fait ça, moi, là. » Puis Caro, on va vivre des affaires. C'est ça. Tout à l'intérieur, la peur dit non, va pas là. Ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Il faut que je me fasse peur un peu puis que j'y aille. Des peurs émergeaient, c'était un indice que parce que j'ai peur, je m'empêche d'y aller, pas parce que je veux pas y aller, mais parce que j'ai peur. Oui, exactement. Il faut que je l'expérimente, puis je verrai après. Si j'aime pas ça, j'y retourne pas, c'est tout. C'est ça. Oui, puis tu pensais que moi, je m'attendais à... Petite lourdaude un peu, c'est que je m'attendais à une incompétente, là. Non, mais incompétente dans ce domaine-là, parce qu'elle connaît pas d'expérience. Ben non. Puis toi, tu t'attendais, tu me disais tout le temps, hey, on s'en va en survie. Puis j'étais comme, ben non, Caro, ça va être, écoute, j'ai tout le matériel, ça va être relax. Puis finalement, on se retrouve sur l'eau, mais là, il y a un orage. Oui. Comme on est dans un canot en métal, puis toi, tu viens d'avoir ton diagnostic de cancer comme 2 semaines avant. Je vais là pour me faire du bien. Et t'es montée en escalade dans le bois pour essayer d'échapper à la pluie, aux éclairs. On a froid, on tremble, on a failli perdre notre canot. Ah, ça a été... On se retrouve, il est 9h30 sur notre île. On est tout seul sur l'île. Il faut monter la tente en perdu tes lunettes. Je suis aveugle. Fait que tu peux pas m'aider. Tu n'as jamais monté une tente de ta vie et tu ne vois rien. Et il pleut et il y a des éclairs. Oui. Et là, moi, je me souviens de m'être dit, « Oh, c'est moins le fun, là, vivre des affaires. » Là, je me dis, j'ai le cancer, puis je vis ce stress-là. Je suis complètement folle. Mais... quand on y repense aujourd'hui, parce que ça a bien fini l'histoire, là. J'adore toutes les anecdotes de ça. Écoute, ça a été un périple merveilleux. Tu étais une partenaire hors pair. J'ai découvert une personne qui avait des instincts incroyables. Pas juste pour la créativité, là, puis tes histoires, puis t'es solide, écoute. Puis il y a d'autres moments où tu reposais sur moi à la fin. Ah oui, là, je vois plus rien. Tu n'avais jamais fait ça. Mais on s'est retrouvés dans la tente. En sécurité, on a dormi, puis le lendemain, le soleil magnifique. On est retourné à 1 heure de canot pour chercher tes lunettes. On les retrouve dans le milieu de la forêt. Tu sais, c'est ça. C'est comme si, dans l'exploration, tu reçois des cadeaux, des signes de la vie, des lueurs. Puis dans les moments où tu expérimentes les choses les plus tough, tu expérimentes aussi des dimensions de la vie que tu n'aurais jamais pu expérimenter autrement parce qu'on n'aurait pas été disponible à les voir ou à les recevoir. Fait qu'après que tu traverses ça, tu te dis, OK, même si je ne sais pas quelles ressources je vais pouvoir déployer pour faire face à ça, je sais que je peux être surprise. Je sais qu'il faut juste que je marche avec confiance, puis il y a des choses qui vont venir à moi. Est-ce que c'est à ce moment-là que les choses se présentent à nous? Ou est-ce que ils étaient là puis on les voyait pas? Avant, là, je nous vois piétiner. Puis là, la poussière, elle monte autour de nous. On voit rien, là, tu sais. C'est quand tu t'arrêtes que la poussière retombe au sol, puis que là, tu vois l'horizon. Tu vois loin.
Oui, puis avoir des possibilités. Sans savoir encore laquelle on va choisir, mais tu sais, même après le diagnostic de cancer, tu sais, au début, il y a beaucoup d'incertitudes. Puis à un moment donné, on se dit, OK, il faut que je commence à me préparer aux éventualités. Je n'ai pas encore les données, je ne sais pas encore si je m'enligne pour un cancer qui est grave, qui est agressif, mais si c'est la mort qui m'attend dans 1 an, je veux m'y préparer, je veux être sereine, je veux écrire pour mes enfants, laisser une trace derrière moi. Je veux apprendre à apprivoiser cette mort-là pour qu'elle m'effraie moins à la fin. Puis de toute façon, elle s'en vient. Elle s'en vient peut-être pas l'année prochaine, mais ça ne sera pas un travail en vain d'apprivoiser ça. Mais je veux aussi, en faisant ça, tout faire ce que je peux pour essayer de retrouver la santé. Donc, je me suis mis à lire un livre qui s'appelle « Rémission radicale » d'une chercheure qui justement explore, sans avoir les réponses, mais explore la vie de gens qui sont sortis des cancers contre toute attente, puis qui essaient de trouver c'est quoi les facteurs communs dans ces gens-là, tu sais, qui s'en sont sortis. L'intuition est dans les 7 ou 9, là, je ne me souviens plus, mes facteurs les plus importants. Et là, je me disais, en plus d'être utile pour se reconnecter à soi, pour se redéfinir, mais ça fait partie de mon processus de guérison. De guérison. Cette intuition-là. De notre corps, tu sais. Oui. Et ça me donnait de l'espoir. Juste cette exploration-là faisait que je me sentais moins puissante. Tu sais, je ne suis pas juste dans une attente, je fais pas juste me laisser prendre en charge par un système de santé puis être angoissée. C'est comme, moi, je vais tout faire ce qui m'appartient pour essayer de faire ce que je peux, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas. Puis c'est ça de l'exploration, c'est qu'on n'a aucune garantie de résultat, mais on le fait quand même parce que, même si ça ne donne rien dans 1 an, je vais être contente. Qu'est-ce qui fait ma joie? Oui. On le fait pour un sentiment de satisfaction, d'avoir été au bout. Oui. J'ai expérimenté telle affaire, puis j'aime pas ça. Ou j'ai expérimenté telle affaire, ça m'a permis de voir puis de considérer telle autre perspective. J'avais une amie qui me parlait toujours des frissons. Telle affaire, j'ai eu des frissons, je le savais qu'il fallait que je fasse ça. Oui. Je connaissais pas ça. J'étais là, de quoi qu'elle parle, ce frisson? C'est juste une petite fraîche, là. Comme une petite brise. C'est ça, mais j'ai réalisé que non, parce que j'en ai eu. Pour la première fois, ça a été pour Premier Pas Poétique. Ça, j'étais en arrêt de travail et j'ai eu des frissons en voyant l'appel de projet. Quand on dit ça résonne quelque chose à l'intérieur, il y a une fréquence. C'est comme si notre corps devient un instrument de musique. Complètement. Mais j'avais un sourire fendu jusqu'aux oreilles. Oui. Ça aussi, c'était un autre signe qu'il y a quelque chose qui te parle en ce moment, là, tu sais, puis ton corps réagit. Je me souviens de ces moments-là quand on créait ensemble en pandémie. On travaillait fort, là. Écoute. Je finissais mes journées, puis j'étais comme, mais je me sens donc bien vivante. Je me sentais, je savais pas comment le dire autrement, que je me sentais donc bien vivante. Oui. Oui, moi, mes joues deviennent rouges, j'ai un sourire. Un autre moment, frisson intense, quand j'avais mon blog, puis tu m'envoies le truc sur l'espace séminal. Gros frisson dans tout le corps. Oui. OK, il y a une théorie des frissons qui existe. Là. Quand tu as des frissons, parce qu'on l'a pas trouvé encore, mais maintenant, on se fie à ton intuition. On sait que tu as raison, c'est juste qu'on a une théorie qui dit quand tu as des frissons, ça veut dire qu'il y a quelque chose là, qui te parle là-dedans. C'est-tu la bonne place? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui t'excite profondément puis qui te parle à ton âme. Là. Tu sais pas quoi faire avec son corps, puis c'est pas encore clair nécessairement. Tu sais, quand tu m'as envoyé le truc sur l'espace séminal, c'était comme ça validait mon blog. Oui. Puis ça a été la confirmation que je pouvais me fier à mon instinct. Me dit la bonne chose. Oui. Ma petite voix intérieure, elle existe. J'ai compris aussi que, tu sais, je parlais dans notre épisode de déconstruction que mon cerveau, peut-être TDA ou autre chose, possiblement neuroatypique, me causait bien du souci parce qu'il y avait des stigmas négatifs. Mais c'est dans l'exploration que j'ai compris, attends une minute, là, c'est mon cerveau qui capte toutes ces sensations-là, ces émotions-là. Et ensuite, une fois que je les écris, je les métabolise, je leur donne une forme, puis après ça, je peux les communiquer. Puis je peux envoyer ça dans le monde, puis ça crée des émotions chez les autres, ça crée des événements, ça crée des textes, ça crée des films, ça crée des... etc., tu sais. Oui, puis toute l'énergie que tu as mis, puis on est comme ça pour tout, hein, mais si on prend cet exemple-là, que tu mettais à essayer de te conformer, à t'éloigner de ton unicité, à combattre, à te battre contre toi-même, finalement, pour essayer d'être peu importe quoi. D'être plus toute clair. Cette énergie-là, tu ne l'avais pas
pour l'exploration, pour découvrir, attends, mais ce cerveau-là, oui, dans ce contexte X, Y, Z, il peut être, mais dans tel contexte, il peut C'est une force. merveilleux. Et puis, il peut être puissant, et puis, il peut être créateur, puis il peut être utile. Mm-hmm. Là, maintenant, je veux plus perdre ça de vue, là. Moi, ça m'aide à rester dans le faire. Toi, c'était, je veux vivre des affaires. Moi, je veux faire des affaires. J'ai tellement été dans mon ego, dans mon perfectionnisme, dans ne pas, dans mes idées, à garder tout ça dans ma tête, que là, c'était comme non. Être observatrice en attente. Tu sais, bon, j'avais plein de rêves, mais je les actualisais pas. Là, j'ai le goût d'écrire, je le fais. J'ai le goût d'explorer tel truc, je le fais. En faisant mon blog, en faisant mes explorations, mon introspection dans cette phase-là, bien là, je mettais des mots pour pouvoir l'exprimer. Ça a été ça, l'exploration, de vraiment comprendre que mon cerveau, mon instinct était valide. On parlait de la petite enfance. Oui. Ah oui. Ben, la petite fille, elle, avant de vouloir autant plaire, d'être dans la désirabilité sociale, elle était comment, cette petite fille-là? Ah oui, j'étais fraîche. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça! Oh, mais moi, au primaire, là... T'étais fraîche. Oui! Le terme le plus odieux que tu pouvais recevoir quand j'avais 8 ou 9 ans, c'était « t'es vraiment fraîche pète ». Je l'avais déjà eu, cette insulte-là, puis mon Dieu, que j'avais été gênée. Tu sais, quand tu parlais de briller, là... Oui. J'avais pris mon trou. T'avais eu honte d'être fraîche. Ah, complètement. Puis ça voulait dire quoi, être fraîche? Bien, c'est parce que j'étais très spontanée. OK. J'avais pas peur de mon cerveau. Fait que j'étais libre. Complètement. Puis tu déblatérais des affaires, puis t'inventais, t'étais dans l'imaginaire. J'étais devant tout le monde. J'étais libre. J'étais libre d'être qui je voulais. Puis ça sonnait fraîche parce que je me permettais d'être à l'avant-plan souvent. Je prenais beaucoup de place quand même dans mon groupe d'amis. Puis tranquillement, pas vite, je me suis retirée en sentant que... Fait que, puis j'ai appris à doser ça parce que, tu sais, des fois, quand tu reçois des commentaires, c'est correct aussi, ça te replace l'ego à un certain endroit, puis tu as besoin d'explorer autre chose, tu sais. Oui, puis c'est une belle nuance que tu fais parce que des fois, on pense que revenir à soi, tu sais, puis être à son écoute, ça veut dire que là, on va commencer à être égocentrique. Puis là, à ne parler que de soi, à ne regarder que ça, à ne penser qu'à ça, puis là, à s'imposer à tout le monde. Alors que c'est pas ça du tout, être à son écoute. C'est être vrai. Tu sais, puis d'être authentique, finalement. C'est pas être égocentrique, c'est ça, c'est d'être pleinement qui on est, puis d'utiliser ça au bénéfice de la collectivité puis des autres. Seul l'est au bénéfice de la collectivité puis de la communauté. Parce que quand t'es toi-même, t'es authentique, tu permets aux autres de l'être. Ah, tellement, tellement. Parce que là, les autres se sentent « Oh mon Dieu, OK, j'ai pas besoin de jouer de game, j'ai pas besoin... » On veut être vrai. Après ça, quand on se connaît bien, qu'on est connecté aussi, je pense qu'on est moins jaloux, on est moins envieux, on est moins rabat-joie, on va moins rabaisser, on va être moins dans un contrôle de l'autre. On va vraiment laisser l'autre libre aussi d'être, puis on va être plus solidaire. Par rapport à ses réussites, plus solidaire par rapport à ses enjeux. Ça nous permet tellement plus d'être connectés collectivement puis d'être empathique. Je pense qu'on peut être un groupe, une famille plus aimant, plus acceptant. Ah, tellement, tolérant. Tellement. C'est ça, l'acceptation inconditionnelle dont parle Rogers, puis un amour véritable, un amour qui n'est pas intéressé, qui donne toute la place d'être qui on est. Tellement important. Puis oui, la redécouverte de soi enfant, je pense, est fondamentale. T'es retournée là, toi? C'est avant tous les interdits, les masques qu'on a développés. Oui, moi, je suis retournée là, puis je me souvenais d'une petite fille qui aimait beaucoup jouer dehors, qui aimait chanter, danser, qui aimait être très leader, qui aimait construire, créer... qui aimait être en relation, qui s'imaginait aussi aller ouvrir un orphelinat en Afrique. Tu sais, fait que j'avais autant le côté psy que le côté comédie musicale, mais que ça, j'ai complètement laissé de côté. Mais j'entends aussi une aventurière, là. Ah oui. Ah oui, dans la nature, dans le bois. Oui, c'est ça que j'entends quand tu dis ça, là. Ah oui. Fait que, tu sais, toutes les survies en forêt que j'ai faites plus tard, ben oui. Quand tu vivais des affaires, oui. Et moi, j'avais détesté ça. J'avais pas trippé avec des gens super performants. Il fallait se rendre au sommet de la montagne le plus vite possible. Puis je disais, parfait, moi, je suis pas une personne qui aime les randonnées, puis moi, monter des montagnes, c'est non.
j'avais enregistré ça jusqu'à temps. Je réalise, OK, mais moi, mes randonnées, j'aime ça explorer chaque feuille, les champignons sur ma route, voir tel type de plantes, les insectes. Il faut que j'explore tout le long, que je m'émerveille. C'est comme ça que j'aime ça. Si tu le réexplores jamais, ben tu passes à côté de comment toi t'aimes telle expérience. Oui. Puis moi, ce que j'aimais beaucoup que tu utilisais comme expression, c'était « j'attends des pulsions de vie ». Ouais. Ces pulsions de vie-là, il faut être disponible pour être à leur écoute parce qu'on en a des pulsions de vie, des pulsions de créativité, des pulsions d'amour, mais des fois, on n'a pas le temps, on est trop occupé, on est trop déconnecté, on est trop surstimulé, puis on perd. Bien, je pense que quand on pense à notre mort, qu'elle soit plus proche ou lointaine, les pulsions de vie vont arriver direct. Ouais. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire avant de mourir? Là, tu vas le savoir. Il y a comme une espèce d'instinct de vie. Il y a des choses qui sont de cet ordre-là, de réflexe, mais oui. Bien évidemment, quand on reçoit un diagnostic comme celui que j'ai reçu, il y a plein d'obstacles que je me mettais, là, et ça saute, là. C'est pas vrai que moi, Non, c'est comme si là, on reconnecte vraiment... c'est ça, à notre instinct de vie, puis de l'envie de vivre pleinement. Oui, on l'entend souvent. Mais ça, on est capable... On n'a pas besoin d'un diagnostic pour avoir les pulsions de vie. En faisant la mort à l'ego, en mourant à des idéaux, à un projet, à une relation. À soi. Tout ça crée une contemplation de la mort. Oui, tout à fait. Puis ça, dans l'exploration, pop, ça émerge comme des pop-corns. Oui. Tout ce que tu vas te permettre en exploration va avoir un impact par la suite dans ta reconstruction. Ouais. Tu vas avoir plus de morceaux pour ta reconstruction. Tout à fait. Plus que tu explores, plus que tu vas dire « ça, je veux ça dans ma vie, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux moins, ça, je le veux de cette façon-là, à ce moment-là. » Oui. Puis je pense que c'est ça, dans ces moments-là, on se dit « oh, j'ai soif de relations comme ça, j'ai soif d'amis comme ça. J'ai soif d'un travail dans lequel je vais pouvoir dire ce que j'ai envie de dire, tu sais. » C'est de l'exploration. Fait que le podcast fait partie de ça. Fait que ceux qui nous écoutent sont témoins, mais participants. Vous faites partie de notre exploration. Oui, exactement. Et donc, le prochain épisode, on va être dans la reconstruction. On va pouvoir commencer à faire le tri, commencer à choisir ce qu'on veut pour le futur, commencer à choisir les briques, commencer à les assembler. Oui. Écoute, on reçoit des messages. C'est comme tellement validant et nourrissant de savoir qu'on est tous ensemble. Là. Oui. N'hésitez pas à partager avec nous, avec les autres. Ça nous fait très plaisir que ça fasse du sens pour vous. Fait qu'à la prochaine. On a hâte de vous retrouver.